Donc on va commencer aujourd'hui donc par un premier exposé. Donc c'est Laurent Ruiz qui va opérer. En fait, donc, comme je vous ai expliqué, on a 3 axes de travail. Donc on aura 3 exposés rythmés chacun par un exposé et une discussion. Donc Laurent Ruiz, UMRSAS, basé à Quimper, a été un acteur à la fois sur des thématiques, je dirais, plus liées au processus de transfert de l'azote dans les territoires, et autant un acteur d'accompagnement du territoire. Voilà, à toi Laurent. Ok, donc je vais vous présenter la première des parties que Chantal vous a introduit. Ça va donc qui concerne l'étude du cycle de l'azote dans les paysages, et donc qui a été portée par 3 unités, dont l'UMRSAS de Rennes-Quimper, Géosciences Rennes et BioMco, donc vous avez ici les participants, j'espère que j'ai oublié personne, et les animateurs de cet axe. Voilà, donc cet axe repose sur essentiellement, comme l'a dit Chantal, des bassins versants de recherche, l'ORE Agris, mais aussi la zone atelier de plaque Fougères pour un certain nombre d'actions. Alors, Chantal vous a dit aussi que le problème de l'azote, c'est un problème global, c'est un problème mondial, et ce n'est pas uniquement un problème d'azote dans les eaux, c'est un problème plus générique qui concerne, en fait, qu'on dénomme aujourd'hui sous le terme de cascade de l'azote, pour illustrer le fait que cet azote réactif qu'on fait rentrer dans le système sous forme d'engrais, sous forme aussi d'aliments de bétail, c'est appliqué sur les cultures, mais ça a un impact au niveau des élevages et au niveau des écosystèmes, à la fois au niveau des flux vers les eaux, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi au niveau des émissions gazeuses. Et puis chacune de ces émissions, c'est une sorte de réaction en chaîne, a un certain nombre d'effets qui sont ce qu'on connaît sur l'eau potable et l'eutrophilisation marine, mais aussi eutrophilisation terrestre, effet de serre, pollution de l'air, etc. Et donc c'est l'ensemble de ce cycle qu'on essaye d'aborder. Elle a dit aussi que ce n'était pas un problème breton, c'est pas un problème de la grève, c'est un problème, ici c'est pour illustrer au niveau de l'Europe, vous voyez que les apports d'azote sur surface agricole, ça concerne une bonne partie de l'Europe de l'Ouest, et vous voyez sur les aspects bilan d'azote qu'il y a un certain nombre de spots un peu sombres, donc l'Europe du Nord, mais aussi la Bretagne en France, qui est une zone particulièrement impactée, avec, vous avez ici les chiffres au niveau de la Bretagne, des bassins de la Seine et de la Loire, et on voit qu'en Bretagne, les excédents d'azote sont particulièrement élevés. Alors, on a dit aussi que cet enjeu-là, ça dépend de l'enjeu en termes de cible, de problème environnemental. Quand il s'agit d'eau potable, la norme c'est 50 mg par litre. On sait à peu près comment faire pour limiter les pertes et pour atteindre cet objectif. Quand la cible, c'est les écosystèmes littoraux vulnérables, on est autour de 10 mg litre. On sait que c'est l'azote qui est le principal facteur de contrôle de ces eutrophisations littorales. Et le problème, c'est que ça nous amène à avoir une agriculture dont l'objectif est d'émettre à peu près aussi peu qu'une forêt. Alors, il y a eu un certain nombre de débats, régionalement en particulier, sur est-ce qu'une forêt, ça émet d'ailleurs aussi peu que 10 mg litre, et que la situation en Bretagne est assez contrastée. Si on regarde les 90 de nitrate, c'est-à-dire les pics, les 90%, les valeurs qui sont au-dessous de ces 90%, on voit qu'il y a un certain nombre de points rouges qui sont au-delà de la norme de 50. On a une bonne partie du territoire qui est en bon état, c'est-à-dire entre 10 et 50, bon état par rapport à l'eau potable, mais pas par rapport au problème d'eutrophisation littorale. Et puis on a quand même quelques points qui sont bleus. Alors c'est quoi ces points bleus? Par exemple, on a l'AF à Pimpon, sur lesquels on a effectivement des teneurs en nitrate qui sont de l'ordre de, en moyenne, 2-3 mg litre. Alors effectivement, ce n'est pas des bassins très agricoles. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec les projecteurs, mais on a une carte ici du territoire, c'est essentiellement les forêts de Pimpon. Il y a à peu près 20% de surface agricole. Et on voit que dans ce genre de système, un système proche d'un système naturel, on a des teneurs en nitrate qui sont en deçà, en dessous de cet objectif de 10 mg litre. Donc c'est pas impossible. Donc pour arriver à ça, quand même, il faut tirer sur tous les leviers, donc il faut prendre le bassin versant dans sa complexité. Alors un bassin versant, c'est voilà, le schéma qu'on montre régulièrement, c'est des voies de transfert qui sont différentes, des voies qui peuvent être très rapides, qui peuvent aller de quelques jours, quelques mois à quelques années, en fonction de la localisation sur le territoire. Et donc dans le cadre du programme Acacia, on s'est attaqué à 2 aspects qui sont peut-être les moins connus, il y en a d'autres qui sont moins connus, mais on s'est attaqué d'une part à l'aspect nappe, c'est-à-dire comment sont transférés les nitrates quand ils passent en dessous des sols et qui sont transférés
par la nappe vers la rivière. On sait que c'est 90% des flux d'azote dans nos bassins versants qui sont transférés par cette voie-là. Donc comment ça marche? Quels sont les temps de résidence? Quelles sont les voies de transfert? Et puis un deuxième aspect qui est le bocage. Quel est le rôle de la haie, de l'arbre dans le paysage? Est-ce que ça a un impact sur les flux d'eau et d'azote dans ces bassins versants? Alors on s'est appuyé beaucoup sur nos observatoires de recherche, en particulier pour la nappe. On a développé un site expérimental sur lequel on a installé, vous voyez rien du tout je pense, sur les diapositives. Ah, mais même en montagne, la photo, on ne voit rien. Ok, si vous n'entendez pas non plus, alors c'est la catastrophe. Sur lesquels on a installé un réseau de piézomètres qui nous permet d'explorer la variabilité spatiale et temporelle de cette chimie de la nappe, pour la voir en 3D. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les résultats. Ce qu'on peut, dans le cadre de cette restitution, le résultat principal, c'est qu'on peut distinguer dans cette nappe deux grandes zones. Donc, on a la zone non saturée en haut, on a une zone de fluctuation de nappe qui peut faire quelques mètres, jusqu'à une dizaine de mètres, et qui est une zone essentielle de mélange et de transfert de l'eau et des solutés. Et puis une zone saturée qui peut être assez profonde. Et donc si on regarde alors très vite la façon dont ça se comporte dans cette zone-là, en fonction de la variabilité de la nappe, on voit qu'on a des variations qui sont très importantes dans la zone verte ici, qui est la zone de fluctuation, et qui sont beaucoup plus tamponnées dans cette zone profonde. Donc on a une structuration verticale de cette chimie de la nappe. On n'a pas une nappe qui est homogène et qui se transporte directement vers les rivières. Et si on regarde ça à l'échelle du versant, c'est-à-dire le long du versant, on voit que ces variabilités verticales sont différentes selon qu'on est en amont ou en aval du versant. Donc, forte structuration finalement de cette nappe qui reflète finalement les voies de transfert et les temps de résidence. Alors, on a aussi étudié par différentes méthodes de datation et des méthodes isotopiques, essayer de caractériser cette signature pour voir d'où ça venait. Alors, une des méthodes, je ne rentre pas non plus dans le détail, c'est les datations avec les CFC. Vous savez que ces CFC, c'est des gaz anthropiques dont la teneur a varié au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et qui permettent, quand l'eau s'infiltre dans la nappe, eh bien, elle garde la trace, finalement, de la teneur en CFC de l'époque où elle a été infiltrée. Donc, d'autres méthodes, c'est les méthodes de signature isotopique. On sait que selon l'origine de l'azote, selon que l'azote vienne du sol, des engrais minéraux, de la pluie ou des engrais organiques, elle va avoir une signature isotopique qui est différente. Et les différents processus dans le sol, dans les nappes, vont pouvoir aussi affecter cette signature. Par exemple, la dénitrification va provoquer un enrichissement de la teneur en azote 15 des nitrates. Donc ces méthodes-là, c'est des méthodes qui nous permettent de tracer un peu, d'aller au-delà d'un simple bilan entrée-sortie, mais de pouvoir tracer le trajet de l'azote dans le bassin versant. Alors, sans rentrer dans le détail, là aussi, deux principaux résultats. Un résultat, c'est que finalement, ce qu'on observe en surface de nappe, la zone qui réagit dans cette zone de battement de nappe, on voit qu'on a une signature très, très hétérogène. Ici, vous avez donc des mesures réalisées dans cette zone de battement de nappe, et vous voyez que les âges qui sont obtenus à partir de la méthode de datation varient entre 0 et 10 ans, et ils sont très sensibles en fait aux périodes de recharge, c'est-à-dire que quand, en période hivernale, la nappe se recharge, et on va avoir des eaux de mélange très différents. Et on voit que si on descend plus en profondeur, on mesure plus en profondeur dans la nappe, on a encore des signatures très variables, très sensibles finalement aux épisodes de recharge, sur des gammes un peu plus élevées, de 0 à 15 ans. Vous voyez que c'est très variable. Et puis si on va plus profond dans la nappe, là on arrive à avoir une signature beaucoup plus homogène et une signature avec des eaux qui sont de l'ordre de 15 à 20 ans. C'est-à-dire, en profondeur dans la nappe, on arrive à des temps de résidence qui sont relativement longs par rapport aux problèmes isotopiques. Alors, la signature isotopique de cette eau de nappe a aussi finalement une signature qui ressemble. C'est-à-dire qu'on observe que pendant les périodes de recharge, on a une signature extrêmement variable, extrêmement brouillée, ce qui reflète le fait qu'il y a énormément de mélange entre de l'eau récente, de l'eau plus ancienne, et donc très difficile de déconvoluer ce signal, de savoir finalement comment va évoluer cette eau.
Et puis par contre, quand on est dans une période printanière estivale, on a un signal beaucoup plus stable qui permet de mieux caractériser l'origine des nitrates dans cette eau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une convergence des résultats isotopiques nitrates et natation, et que ces résultats nous montrent donc quelque chose de très compliqué en toit de la nappe, et quelque chose de beaucoup plus stable quand on va en profondeur, avec des relations qui sont assez, alors qui vont être dépendantes de chaque site, hein, mais qui sont assez univoques, on va dire, entre la profondeur de l'eau de nappe et son âge. On a une relation, on va de 0 à 25 ans en fonction de la profondeur. On gagne environ 1 mètre par an, c'est-à-dire la vitesse de transfert moyenne dans le bassin, c'est de l'ordre de 1 mètre par an pour les nitrates. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on regarde le transfert de l'eau, quand on apporte de l'eau par une pluie dans le bassin versant, on a une crue immédiatement le même jour dans la rivière. De l'eau est transportée par pression, c'est-à-dire c'est un transfert de pression. Quand on apporte de l'eau, il y a de l'eau qui sort. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même eau qui sort que celle qui est rentrée. Et les nitrates ont un temps de transfert et un trajet beaucoup plus complexe que ce qu'on observe quand on fait des transferts. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que finalement, ces temps de résidence variables, ils sont compatibles avec les types de modèles qu'on utilise et qui essayent de prendre en compte ces différents mélanges, ces différents temps de transfert. Et donc, on a fait des modélisations sur des bassins versants expérimentaux. Alors ici, c'est un petit bassin expérimental dans le Finistère, dans lequel on a reconstitué l'historique des pratiques agricoles par enquête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces temps de résidence longs et variables, qui permettent d'expliquer cette variation qu'on observe depuis une quinzaine d'années, ils sont compatibles avec une évolution où on partirait de très peu, des concentrations très faibles dans les années 70. Donc, les observations qu'on a depuis 20 ans sont compatibles avec une évolution des entrées agricoles qui ont démarré au cours des années 60-70. Le même type d'exercice a été réalisé également sur la Vienne, avec cette fois une reconstitution de l'historique de la concentration qui s'est fait par l'analyse de l'âge des eaux et qui ont permis de reconstituer une courbe de concentration en nitrate de la recharge. Je ne rentre pas dans ces détails. Tout ça pour vous dire qu'on est arrivé à une sorte de schéma conceptuel de la façon dont le système fonctionne. C'est une jolie diapo, je ne sais pas si vous ne voyez rien non plus. Et qui, alors si vous voulez aller voir, il y a une ressource UVED, il y a un petit film qui a été fait en collaboration entre Dinra Lacrabe, AgroCampus et puis une société Prod. Qui donc, on a un système qu'on schématise comme ça, avec le sol, une zone altérée qui va contenir pas mal d'eau, très peu d'eau mobile, mais beaucoup d'eau stockée, et de l'eau qui potentiellement peut contenir des solutés, du nitrate, et puis une zone de socle fissuré, et donc dans ces zones-là, tout ça, ça alimente la rivière, avec des temps de résidence qui sont très variables et qui augmentent avec la profondeur. C'est-à-dire probablement des temps beaucoup plus rapides en surface ici, et des temps beaucoup plus lents quand on va vers la profondeur. Alors ces eaux profondes qui ont des temps de résidence de plusieurs dizaines d'années représentent chaque année 10 à 30% des écoulements, mais leur signature est importante pour expliquer la variabilité de la chimie végétale. Alors là aussi, on voit des choses, vous voyez rien. Donc si on fait un peu l'historique sur notre schéma conceptuel de ce qu'on imagine qui s'est passé sur les bassins versants d'élevage depuis les années 50, au départ on a donc cette zone ici, qui est la zone altérée, va contenir cette nappe de versant qui alimente la rivière. Et donc chaque hiver, cette nappe remonte dans le versant, va récupérer des nitrates qui sont lessivés sous les sols, et donc s'enrichir en nitrates, et donc, plus ou moins variablement, spatialement, alimenter la rivière. Et le fait qu'on a cette stratification verticale qu'on a vu tout à l'heure, ça explique aussi les variations saisonnières dans la rivière, parce qu'en fonction des temps de résidence, ça va être telle ou telle zone de la nappe qui va alimenter préférentiellement la rivière. Donc tout ça, ça varie. On arrive à des situations où on a des nitrates un peu partout. Ça peut arriver à avoir, c'est peut-être la situation qu'il y avait dans les années 90. Et ça, tout ça pour expliquer que quand on est sur des situations où même si les pratiques s'améliorent et qu'on a de l'eau de recharge qui peut être moins chargée que ce qu'elle était précédemment, on va avoir des circulations rapides qui vont représenter ce phénomène-là. Mais globalement, l'essentiel des effets mettra un certain temps, plus variable selon les bassins, pour s'exprimer totalement dans la rivière. Donc ça, c'est notre schéma conceptuel. Je vais terminer avec
de focus sur des recherches qu'on a fait sur la variabilité des processus dans le sol et puis l'effet du réseau bocager. Donc l'idée par rapport à ce schéma-là, c'est qu'il faut aller utiliser tous les leviers possibles pour réduire la concentration en nitrate. Donc globalement, ce qui se passe sur les sols et sur les parcelles, c'est ça qui détermine le bilan d'azote global. Mais ce qui va se passer dans la rivière, ça va aussi être déterminé par des processus le long du transfert du nitrate, au cours du transfert du nitrate vers la rivière. Alors l'azote dans les sols, juste un petit focus pour vous dire qu'on a utilisé l'outil isotopique pour caractériser un des processus qui peut être très important, qui est la dénitrification le long du versant. On sait que ça existe, c'est très compliqué à quantifier, et on a besoin de quantifier ça pour approcher des réels bilans et des estimations de ce qui va sortir et faire des prévisions. Alors, ce qu'on observe, c'est que le long d'un versant comme ça, en fonction de la durée de présence de la nappe dans le versant, on a une signature des matières organiques et minérales en termes de carbone 13 et d'azote 15. Et ce qui est intéressant et qui a été montré au cours du projet, c'est que les végétaux qui poussent sur ces versants gardent la signature de la matière organique des sols sur lesquels ils poussent. Et donc, en combinant les mesures sur les sols, mais aussi les végétaux, on peut aller vers la quantification des processus le long du versant. On n'y est pas encore, mais une modélisation est en train d'être faite pour essayer d'utiliser ces résultats-là pour quantifier ces flux. Enfin, je terminerai avec le bocage. Donc, on a depuis quelques années travaillé sur les effets de la haie, en particulier sur les bilans d'eau. On sait que la haie a un effet non négligeable sur les bilans d'eau. Elle a aussi un effet qui est spectaculaire localement sur la chimie de la nappe, avec un appauvrissement en nitrate autour de la haie, et parfois des accumulations de chlorure autour de la haie. Et donc ce qu'on a fait au cours du programme, c'est essayer d'entrer ces connaissances-là dans la modélisation distribuée. Alors ici, juste un exercice avec une distribution virtuelle de réseaux bocagés dans un bassin versant, un ORE, c'est le bassin de Carpentine, et où on voit que selon la distribution des haies sur le bassin, alors ici en vert, c'est des haies qui sont réparties le long des ruisseaux. On voit qu'on a un effet de cette distribution sur les flux d'eau, mais également un effet sur les flux d'azote avec les haies qui sont réparties autour des rivières, qui ont un effet significativement plus élevé sur les flux de nitrate que les haies réparties sur les versants. Alors, on a donc un effet sensible de cette localisation-là. On sait aujourd'hui l'intégrer dans nos modélisations. Cet effet sur les réductions des flux d'azote est très faible. Vous voyez qu'on est autour de quelques pourcents des flux. Mais dans un système où il faut tirer sur tous les leviers pour arriver à atteindre des objectifs très ambitieux, ça fait partie de l'arsenal des choses qu'il faudra probablement mobiliser. Donc en conclusion, beaucoup de connaissances restent à acquérir malgré les travaux qui avancent, en particulier sur les mécanismes de transfert, les processus biologiques. Ce qui est important de voir et de retenir, c'est que les connaissances nouvelles qu'on accumule confortent notre schéma global de fonctionnement d'un bassin versant et confortent la pertinence des modèles. Alors, les pistes pour la suite, c'est d'utiliser l'ensemble des observations, datation, traçage pour contraindre les modèles, intégrer ça dans la modélisation. Ce qu'on développe aussi, c'est des observations de plus en plus haute fréquence sur l'ensemble des rivières pour permettre de comprendre les processus à des pas de temps beaucoup plus faibles pour arriver au mécanisme. Et donc, pour mieux contraindre le modèle. Le bocage, donc, on a dit, a un effet favorable mais faible sur les flux d'azote. C'est un levier à mobiliser parmi d'autres. Et puis, le fait que le temps de résidence du nitrate est très variable et qu'on a une dominance globalement des temps longs, même si c'est variable d'un bassin à l'autre. Il faut retenir aussi qu'on a aussi des transferts rapides et que donc, on peut agir, il y a des raisons d'agir dès maintenant, parce que même si pour arriver à des teneurs très faibles dans les rivières, ça prendra du temps, eh bien, il y a un certain nombre de transferts qui se font rapidement et qui peuvent se voir très vite sur la chimie des rivières. Je vous remercie.